Monsieur et madame, voiture et arrive ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Angel Garza. Yo, salut les rouleurs de Dim Sum, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera consacrée à la deuxième nuit de WrestleMania 36 qui est officiellement entrée dans l'histoire, show terminé. Avant ça, je souhaite prendre un tout petit instant pour remercier les nouveaux abonnés car vous avez débarqué à plus de 60 nouveaux abonnés hier sur la clinique, donc merci à vous et bienvenue. Et comme d'hab, pour ceux qui tombent sur les vidéos pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à tout ce contenu. Et dans cette vidéo, surtout ce qui va être très intéressant, c'est de faire ce retour sur le Firefly Funhouse entre John Cena et le Fiend Bray Wyatt, car c'était quelque chose de aussi unique que le Boneyard match, peut-être pas aussi bon, en même temps que qu'est-ce que ça veut dire bon ou pas bon, mais créativement c'était une perle de créativité et on va voir tout ça en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc WrestleMania 36 Night 2, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On a eu pas mal de choses, on a eu des changements de titre, on a eu des surprises, certaines bonnes, certaines mauvaises, on va rentrer dans le détail de tout ça. Le show a commencé par le match pour le championnat de NXT entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Charlotte Flair a remporté le combat par soumission. D'habitude, je ne me fais pas vraiment l'avocat de résultat, c'est-à-dire que un tel ou un tel est gagné, finalement, ça n'a pas vraiment de grande importance car on est toujours capable de changer de direction si les storylines le nécessitent. Mais en l'occurrence, je pense vraiment que Rhea Ripley aurait dû gagner parce que non seulement dans la structure du match, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas vraiment brillé, que Charlotte Flair ne lui avait pas laissé suffisamment d'offense, d'attaque et de place dans le combat. Mais au-delà de ça, ils auraient vraiment dû la faire gagner, je pense. Et ils auraient très bien pu trouver un moyen de la faire gagner tout en protégeant Charlotte, chose qu'ils n'ont pas faite. Parce que maintenant, Rhea Ripley, le gros risque, c'est que elle va être reléguée à catcheuse NXT qui n'est pas arrivée, qui n'a pas le niveau du main roster, même si elle a battu Charlotte lors des Survivor Series. Alors je comprends que a priori l'idée c'est que maintenant Charlotte aille à NXT pour essayer de booster les audiences, mais ils n'avaient pas besoin de faire gagner Charlotte pour que ça puisse arriver. Ils auraient très bien pu faire gagner Rhea Ripley une deuxième fois après les Survivor Series et que Charlotte se dise bon, moi je ne peux pas gérer le main roster et NXT, mais tu m'as battu 2 fois quand même, donc ça je ne peux pas laisser passer. Pour le moment, je vais venir à NXT pour me venger et me refaire une santé, remonter en haut de la hiérarchie des catcheuses de la WWE. Et parallèlement à ça, la victoire de Rhea Ripley aurait permis de l'élever au niveau de star ou au moins au niveau de catcheuse susceptible et capable de battre Charlotte Flair. Par contre, au-delà de ça, ce match pour moi c'était le meilleur de la soirée. Leur match était vraiment très bon, du haut niveau. Très probablement le niveau qu'elles auraient produit si elles étaient devant 70 000 spectateurs dans le stade de Tampa. Donc franchement, un gros boulot et une belle réussite au niveau de la qualité du match. Rien à redire, topissime. Aleister Black qui bat Bobby Lashley, tout à fait normal. Le finish, simplement, c'est que Bobby Lashley avait le match presque gagné. Il voulait porter son Dominator et à ce moment-là, il y a Lana avec ses jolis petits cheveux... allez, est-ce que c'est quoi? C'est châtain foncé maintenant? Châtain foncé? Je ne sais pas trop. Elle monte sur l'apron, elle dit à Bobby Lashley, non, fais-lui un spear. Bobby Lashley lui fait, hop, il se touche le fion. Il se place pour le spear, sauf que dans son élan, il se prend le Black Mass et il perd 1, 2, 3. Otis contre Dolph Ziggler, c'est vraiment dommage que ça ait eu lieu à huis clos, parce que, comme je l'avais prédit, face turn de Mandy Rose qui maintenant rejoint les bras de Otis. Ils se sont même fait un petit béco. Bon, il n'y a pas eu la langue, mais bon, ça compte quand même. Un match relativement court, rien à signaler, si ce n'est que voilà... je pense que la feud est terminée entre les deux, en tout cas pour ce match. Peut-être que maintenant on va embarquer dans une feud mixte, mais au moins on n'a pas essayé de ridiculiser le babyface. C'était un bon petit moment et Otis et Mandy Rose, ça me remplit le cœur de joie qu'ils soient enfin en couple et j'espère au moins que ça va durer 6 mois ou 1 an minimum. Ensuite, un match qui a vraiment porté à controverse. Randy Orton contre Edge en Falls Count Anywhere. Le match a duré 36 minutes, plus de 36 minutes. Alors personnellement, effectivement, je trouve que c'est un petit peu trop long. C'est un petit peu trop long, mais ça n'est pas du tout dramatique parce que je me suis ennuyé vraiment que sur la fin. Il y a des gens qui ont dit que c'était horrible, machin truc, je suis pas du tout d'accord. Les gars ils ont fait quelque chose de tout à fait original. D'ailleurs, la fin du match était remplie d'émotions avec Edge qui pleurait. Là, je mets au défi plein d'acteurs d'arriver à
après une performance physique aussi intense et aussi longue, parce que si le match a fait 37 minutes, l'enregistrement du match, je sais pas s'il a duré 45, 1 heure, 1 heure et demie. Pour rappel, le match d'Undertaker AJ Styles à Boneyard, il a mis 8 heures à être enregistré, donc là c'est pas du tout le même contexte. Mais je pense que sur les 37 minutes, il y a eu un gros désossage pour arriver à cette durée qui était quand même malgré tout extrêmement longue. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le 3e match le plus long de WrestleMania. Attendez, alors il y a WrestleMania 12. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, attendez. Un deuxième? Non. 37 minutes. Shawn Michaels, John Cena? Non. Undertaker? C'est peut-être le 2e match le plus long finalement de l'histoire de WrestleMania? Toujours est-il que j'étais vraiment lancé dans le truc. Et moi, je n'ai pas vu comme un match qui était trop long. Je l'ai vu comme une guerre d'usure où on avance et pas à pas, coup après coup, on se rapproche de l'anéantissement de son adversaire parce que c'est ça qu'on va rechercher. Donc Edge finalement il va remporter le match avec un concerto sur je ne sais plus ce que c'était comme plateforme. Toujours est-il que la fin était extrêmement poignante avec Edge qui avait le visage, il avait les larmes, il pleurait, c'était des gros sanglots parce qu'à ce moment-là, en tout cas je l'ai perçu comme ça, c'est je mets fin officiellement à cette amitié qui m'a rempli le cœur de joie pendant tant d'années. Mais aujourd'hui, tu nous as mis dans une situation de laquelle on ne peut pas sortir et le seul moyen pour moi de sortir de cette situation, c'est de t'exploser la tête avec ce concerto et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de le faire parce que ce qui me vient en premier à l'esprit quand je te vois Randy Orton là à mes pieds, eh bien c'est notre amitié qui n'existe plus et ça me fait pleurer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très poignant. Par contre, il y a eu une énorme maladresse, surtout compte tenu du contexte. Je l'ai écrit en direct à Hervé Zu qui était en live Facebook avec Dimitri Ishtou et Christophe Ajus. C'est qu'à un moment ils étaient dans le gym du Performance Center et il y a Orton qui met une corde autour du cou de Edge et immédiatement, alors qu'en plus il y a eu les 2 épisodes de Dark Side of the Ring consacrés à Chris Benoit il y a 1 et 2 semaines, quand j'ai vu ça immédiatement je me suis dit putain, on peut pas se permettre de montrer ça au public ou en tout cas de le valider en interne à la WWE pour le diffuser quand on sait que le contexte aujourd'hui nous a ramené tristement vers la tragédie de Chris Benoit d'il y a 13 ans, et voir des images comme ça qu'on peut directement associer avec le suicide de Chris Benoit, pour moi c'était une énorme maladresse, mais qui n'enlève rien à la qualité du match, qui, c'est vrai, je le redis, aurait pu être un tout petit peu plus court. Allez, 10 minutes de moins, 25 minutes, ça aurait amplement suffi pour raconter l'histoire qu'ils ont tous les deux racontée. Ensuite, on a le 3e match du show qui finalement n'est pas vraiment un match WrestleMania. Je veux dire Otis Ziggler, comment ça s'appelle, Aleister Black, Bobby Lashley et maintenant les Street Profits contre Angel Garza et Austin Theory. C'est pas vraiment un match de WrestleMania, c'est un bon petit match classique de Raw qui paye pas de mine, mais ça s'arrête là. Monsieur et madame, voiture et arrive ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Angel Garza. Après le match féminin à 5 à élimination, Bayley, Tamina, Naomi, Sasha Banks et Lacey Evans pour le championnat SmackDown féminin. Lui aussi je l'ai trouvé par contre beaucoup trop long. Ce match-là il est venu un petit peu comme un cheveu sous la soupe. J'attendais plus et de manière plus condensée. Donc c'était trop long, là ça durait 20 minutes, ça aurait dû durer 10-12 maximum. Parce qu'on s'est ennuyé. De nouveau, on était dans une configuration de match tout à fait similaire au match qui se déroule devant un public. Sauf que sans public, il y a du selling, il y a des temps morts, il y a du build, de la psychologie comme ça, qui... C'est pas qu'elles n'ont pas leur place, c'est qu'elles n'ont pas autant d'impact que quand il y a un public. Donc finalement, Bayley conserve son titre. Voilà, 20 minutes, c'était trop long. Et le match, j'en ai pas vraiment de grands souvenirs parce que c'était un match à élimination comme on en a vu des tonnes, rien de particulier, si ce n'est une fois de plus pour la 48e fois, un petit tease entre Sasha Banks et Bayley. On va voir ce que ça va nous réserver dans le futur. Ensuite, le Firefly Funhouse entre John Cena et Bray Wyatt. Une fois de plus, c'est comme le Boneyard match de la Night 1. Il y a des gens qui ont adoré, des gens qui ont détesté. Personnellement, j'ai adoré la créativité du truc, mais l'interprétation était un petit peu étrange. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors déjà un match, oui et non, mais j'ai plutôt envie de dire que c'était une sorte d'affrontement psychologique de 2 mecs qui étaient soit dans un rêve, soit dans un cauchemar, soit dans une projection psychologique de leurs 2 carrières. Parce qu'on va retracer les grandes étapes de la carrière de chacun des 2 catcheurs. Bray Wyatt, évidemment, il y avait son personnage Bray Wyatt, il n'y a pas eu autant d'histoire que John Cena. John Cena, on a revisité le moment où il est tombé en amour avec le catch, quand il a fait ses débuts, quand il était le docteur des Thugonomics.
quand il était le John Cena classique et quand il était pressenti pour faire un heel turn. Donc pour moi, c'était plutôt un épisode rétrospectif de voir la carrière de deux catcheurs et un épisode qui va peut-être d'une certaine manière, mettre un point d'exclamation à la carrière de John Cena. Parce que si on a revisité toute sa carrière, ses hauts et ses bas, est-ce que c'est peut-être pour nous dire que John Cena, sa carrière telle qu'on la connaît, est aujourd'hui terminée et que peut-être finalement on ne le reverra pas de sitôt. Lorsqu'il est apparu en NWO noir et blanc, évidemment c'était sur la période 2010-2012 où on attendait vraiment qu'il fasse un heel turn. D'ailleurs, il l'avait mentionné lors du Raw du lendemain de WrestleMania 28, Raw pendant lequel Brock Lesnar est arrivé justement après cette promo, où John Cena, comme d'habitude, il se faisait chier dessus par la foule, il a pris le micro, il a parlé de plein de choses. Il a dit qu'il aimerait faire plaisir au public. Je me souviens plus des termes exacts comme ça, mais je me souviens qu'à un moment il a dit: est-ce que vous aimeriez peut-être que je fasse un heel turn? Et là, évidemment, la foule a popé. Mais de toute évidence, John Cena a toujours été le moteur numéro 1 des audiences, le moteur numéro 1 des ventes de t-shirts, de merchandising, de produits dérivés de la WWE. Il a toujours été numéro 1 au niveau de l'image de la WWE dans les médias, Make-A-Wish avec tous les vœux, etc. Bref, il a toujours été la locomotive de la WWE et le faire tourner heel, même si c'est quelque chose que moi à l'époque j'aurais vraiment voulu, au moins pendant quelques mois ou un an ou deux, pas plus, c'était au niveau du business un non-sens. Donc c'est pour ça que très probablement, je m'engage pas, mais c'est probablement pour ça que ça n'est jamais arrivé. Ce match donc rétrospectif, le n'importe quoi, mais vraiment, c'est comme quand on rêve des fois. Quand on se réveille le lendemain, on se dit putain, mais c'était quoi ce rêve? C'était n'importe quoi, il y a tout qui se mélangeait dans tous les sens. Mais après, quand on décortique les petits éléments, on arrive à un petit peu comprendre. Et c'est des éléments, pour ce qui est des vrais rêves de la vie réelle, soit de l'inconscient, soit des choses qu'on a vécues la veille, et donc il y a les cases du cerveau qui rangent un petit peu tout, et ça fait un petit peu l'entonnoir des informations. Mais là, pour John Cena, ouais, c'était franchement super sympa. En plus, on a eu le droit de revoir le thème de Saturday Night Main Event des années 80, avec cette musique qui me fait battre mon cœur. Franchement, c'était super. Mais par rapport à ce que j'ai lu sur Internet ce matin, eh bien, pour moi, ce n'était pas une exposition des faiblesses et des côtés insécures de John Cena. C'était simplement un trajet rétrospectif de sa carrière. On n'abordait pas forcément les choses qui ont fait défaut dans sa carrière, notamment ses débuts qui ont été très impactants, notamment sa période Doctor of Thuganomics qui était tout sauf un échec ou une faiblesse ou autre. Donc voilà, une fois de plus, pour moi, c'était simplement un retracé de la carrière de John Cena, et en le mêlant avec le retracé de la carrière du Fiend, avec évidemment tous les aspects psychologiques et le côté dérouté de John Cena qui revit sa carrière sans vraiment en être maître, et c'est peut-être ça qui a créé une confusion, qui a donné plusieurs types d'analyses et qui rend finalement cette production vraiment génial. Alors quand je dis vraiment génial, je ne le compare pas du tout au Boneyard match de la nuit numéro 1, parce que c'est pas du tout la même chose. Le Boneyard match, c'était vraiment un match. Là, c'était pas du tout un match, si ce n'est éventuellement un match virtuel et psychologique. Et le main event, Drew McIntyre qui bat Brock Lesnar et qui devient enfin champion de la WWE. Félicitations. Une magnifique destinée pour McIntyre. Est-ce que ce match était bon? Est-ce qu'il faut s'en souvenir? Sans public, malheureusement, c'est un petit peu comme Goldberg-Strowman. On est sur un schéma de match qui repose essentiellement, non pas sur l'histoire qui est racontée et la progression de l'histoire dans le ring, mais vraiment sur la réaction du public qui va venir nourrir le match, et c'est le match qui va se construire grâce aux réactions du public. Sans public, quand on enchaîne des F5, quand on enchaîne un petit peu tout, des Claymore Kick et compagnie, et qu'il y a zéro réaction, c'est comme si les mecs faisaient un coup d'arpin ou un déhanché ou juste un body slam. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça va, ça va un petit peu heurter la célébration de McIntyre, qui aurait été absolument fabuleuse si nous avions eu la chance et le privilège de le voir en live à Tampa dans le stade. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec son règne, s'ils sont capables de filmer des épisodes TV dans les semaines à venir. Ça, c'est encore pas garanti. Mais voilà, Drew McIntyre, superbe. Brock Lesnar qui a fait le job comme d'hab, un des plus grands professionnels de l'histoire du catch, ou au moins des 20 dernières années. Et donc on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. Donc pour conclure la nuit 2 de WrestleMania 36, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire que c'est un petit peu mitigé comme la nuit numéro 1, mais la nuit numéro 1 avait commencé de manière très difficile pour moi. Donc s'il fallait choisir, je dirais, s'il faut regarder un show,
je dirais regarder la nuit 2. S'il faut regarder un match, évidemment, je réitère mes propos d'hier, il faut regarder le Boneyard. Et allez, éventuellement, il faut regarder 2 matchs. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que s'il faut regarder 2 matchs, retenir 2 matchs en tant que maire de Grenoble, il faut regarder les 2 matchs qui n'étaient pas des combats de catch. Et ça, c'est soit symptomatique de la faiblesse du reste, soit symptomatique de la grandeur créative et du génie de réalisation de la WWE pour la création de ces deux matchs qui, de toute évidence, resteront dans l'histoire. Voilà les amis, j'espère que cette review vous a plu. Comme d'hab, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un petit débrief sur Monday Night Raw. Comme d'hab, d'ici là, n'oubliez pas de garder la passion et de regarder du catch jusqu'à demain. Allez, bye bye.